Troisième jour de débrayage des agents de la RCT. Les bus de l'agglo sont donc à l'arrêt au moins jusqu'à demain. Le syndicat CFDT-CDTG exige la mise en place d'une cellule psychologique au sein de l'entreprise. Nous sommes dans la semaine nationale des prisons avec une densité carcérale de 196%. L'annonce d'une nouvelle prison est-elle la panacée? Nous tenterons de répondre à cette question avec René Polydor du syndicat UFAP. Enfin, un débat sur le vivre ensemble au lycée professionnel de Balata. Le documentaire Rencontre en Guyane a été projeté aux élèves en présence du réalisateur Xavier Gaillan. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'information. Je vous le disais en titre, c'est le troisième jour de débrayage des agents CDTG de la Régie communautaire des transports. Les bus de l'agglo sont donc à l'arrêt au moins jusqu'à demain. L'un des conducteurs a tenté de se donner la mort vendredi dernier dans les locaux même de la RCT. Les syndicats, le syndicat CFDT, CDTG met en cause l'absence de cellules psychologiques au sein de l'entreprise. Steve Virapin, secrétaire adjoint CDTG, RCT, explique leur position au micro de Pierre Tréfou. J'entends bien qu'il ne peut pas reprendre le bus, mais au-delà de ça, la direction est dans l'obligation de, dans ce cas, de le rencontrer avec la médecine du travail, ce qui a été fait. Mais si dans l'immédiat il n'y avait pas de poste qui le convenait par rapport à ces restrictions, ils auraient dû lui proposer de prendre ses congés ou autre pour éviter de rester là et de rien faire. On est toujours dans la continuité du droit de retrait, donc les membres du CHSCT et les élus, les représentants sont en réunion pour pouvoir mettre en avant ce qu'on demande. Et il y a sur des demandes qu'on veut dans l'immédiat, parce qu'on est dans la continuité des procédures qui ont déjà été faites depuis 2013, 2014, 2015, qui a été actée, votée et qui n'ont jamais été faites. Donc aujourd'hui, nous ne sommes vraiment pas pris au sérieux. On nous néglige. On nous néglige et aujourd'hui, nous lâchons rien. Nous lâchons rien. À présent, je tiens quand même à passer un mot pour les usagers. Je voudrais leur faire comprendre que on n'est pas dans un cadre où on se plaide de ne pas conduire. Ça nous embête également pour eux, parce que nous connaissons nos obligations. Mais nous ne pouvons pas conduire des passagers et physiquement, nous ne soyons pas bien. Parce que ce n'est pas du bétail qu'on conduit, c'est des usagers. Et si nous ne sommes pas bien dans notre tête, nous ne pouvons pas effectuer un service correctement. De la semaine nationale des prisons. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ensemble ce qui se passe chez nos voisins martiniquais. Il y a quelques jours, des détenus ont tenté de se suicider, de se donner la mort à la prison de Ducos. Nos confrères d'ATV Martinique ont, dans ce cadre, recueilli le témoignage de 3 détenus, anciens détenus, qui parlent de leurs conditions de détention. Regardez ce reportage de Guy Raphaël René. Mathieu, Filet et Teddy, qui étaient encore incarcérés il y a 2 mois, cumulent à eux 3, 13 ans et 3 mois de détention. Des peines de plusieurs années pour chacun dans le contexte souvent décrié de la prison de Ducos. Au temps où j'étais là, j'ai vu qu'un frère, un détenu, pour moi c'était un chien. J'ai fait 5 ans et demi de prison. Un soir, pour la première fois, j'appuie sur le téléphone pour dire à un surveillant que ça ne va pas. Quand le surveillant me répond, il me dit on voit ça demain. Et j'avais mal au bassin, j'arrivais pas à respirer. Ok, j'étais au cachot parce que j'avais fait des conneries, tout ça. Je vois que j'arrive pas à respirer, je t'appelle en téléphone, tu me dis on voit ça demain. Mais non, frère, demain tu pouvais venir et puis j'étais mort, tu vois, j'étais souffrir, j'ai pas dormi. Pour se faire soigner, un exemple aujourd'hui, tu as mal à la tête, tu demandes au surveillant est-ce que tu peux aller à l'infirmerie, ils vont te dire ouais qu'il faut écrire, il faut faire un bon. Une fois que tu fais le bon, il faut attendre au moins 3-4 jours, des fois 1 semaine. Pourquoi? Pour avoir 2 Doliprane. Côté hygiène, on va pas dire qu'il y a de l'hygiène après. Il n'y a pas d'hygiène à Ducos. Hein. Si franchement de ta cellule, tu mets pas un truc pour que les rats ne rentrent pas, et bien, le soir, les rats rentrent de ta cellule facilement, tu vois. Il y a un tas de maladies en prison. Il y a des punaises, il y a des gales, il y a des cafards, des souris. Tu dors, il y a des souris qui passent près de ta tête.
Non, mais c'est vraiment une poubelle, hein. Une fois que tu rentres en prison, tu n'es plus un humain. Tu es une bête sauvage. Pour moi, la cellule, c'est un cercueil. Ça veut dire que dès que tu es dans la cellule, pour moi, personnellement, quand j'étais dans ma cellule, c'était comme si j'étais dans mon cercueil, tu vois. Et puis chaque jour, je sortais, je me disais, putain, est-ce que je vais sortir vraiment de ce cercueil, tu vois, parce que n'importe quel jour, tu peux mourir, tu vois. Des conditions de détention qui peuvent parfois avoir une emprise sur la santé mentale de certains détenus. Avec en plus un seul psychologue pour l'ensemble de la population carcérale, c'est la qualité de prise en charge qui est impactée. Pour pallier ce manque, Christiane, visiteur de prison comme une quinzaine d'autres bénévoles en Martinique, prête son oreille attentive aux détenus qui en ont besoin. Nous recevons la personne détenue au parloir avocat et nous échangeons, ça peut être une demi-heure, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 2 heures, ça dépend des besoins de la personne détenue. Certaines personnes ont eu des formations pour la prévention du suicide. Ce qui est sûr, c'est que, bon, moi je dis toujours, dès que vous voyez que la personne change d'attitude, c'est qu'il y a certainement un problème et il vaut mieux à ce moment-là faire un signalement. On fait un signalement à la personne qui est chargée du dossier de la personne détenue. Nous faisons un signalement et ensuite il y a tout un protocole pour la prise en charge de la fragilité de la personne. Le manque de moyens et la surpopulation dénoncée depuis plusieurs années par les syndicats de la prison ne favorisent pas des conditions de détention décentes. Aujourd'hui, cet établissement a besoin de détenus qui soient occupés, de détenus à qui on offre une nouvelle chose, des formations diplômantes. Si vous formez quelqu'un à être électricien, si vous formez quelqu'un à être maçon, si vous formez quelqu'un à être mécanicien, si vous formez quelqu'un à être carreleur, il a plus de chances de trouver un travail demain en sortant. Donc, ce n'est pas ça aujourd'hui à Ducos. On ne forme pas à ça. Si vous mettez en place suffisamment de personnel qualifié, de médecins pour une meilleure prise en charge, demain, vous avez des gens qui vont sortir peut-être moins fragilisés psychologiquement que ceux qui étaient en prison. Selon les représentants syndicaux au centre pénitentiaire de Ducos, 40% des détenus auraient des profils psychiatriques inadaptés à la prison. Une fois qu'on est en prison, on n'est plus des êtres humains, c'est l'une des paroles d'un des ex-détenus. Est-ce qu'on ressent ce type de conditions de détention ici en Guyane également? Non, pas du tout. Je pense que ce détenu a fait un raccourci un petit peu facile. C'est vrai que les conditions de vie dans une prison surpeuplée n'est pas optimale. Mais de là à dire que sa cellule est synonyme de cercueil, je pense que c'est un petit peu exagéré. Alors ici en Guyane, je le disais dans les titres, on est à 196% de densité carcérale, c'est-à-dire qu'on a dans la maison d'arrêt 293 places qui sont occupées par 575 personnes. Comment est-ce que ça se projette dans la réalité pour vous qui travaillez sur le terrain? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors, ça a une conséquence très grave, c'est que déjà, du fait du manque de personnel, les agents sont plus sollicités, donc font plus de temps sur leur lieu de travail. Donc ils sont moins reposés, moins formés et ils doivent faire face à une situation plus difficile de fait de cette suroccupation carcérale. Donc bien sûr, lorsqu'une cellule est prévue pour 2 personnes et qu'il y en a 4 ou 5, lorsqu'une cellule par sa surface est occupée par 2 ou 3 matelas au sol, forcément, ça génère des difficultés. Donc des conditions de détention quand même assez difficiles pour les prisonniers également. Oui, pour les prisonniers et pour les agents, parce qu'il faut que vous sachiez que ce n'est pas la prison américaine où il y a un circuit pour les détenus, un circuit pour les agents. Les agents côtoient les détenus, les agents toute la journée supportent ces situations. Donc ce sont des situations qui intergèrent envers toutes les personnes. D'ailleurs, la semaine dernière, l'un de vos collègues a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir molesté, en tout cas frappé à plusieurs reprises, un des détenus. Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent comme ça? Mais ça, c'est la conséquence même du manque de moyens. L'administration pénitentiaire a un beau discours, mais elle n'a pas les moyens de sa politique. Aujourd'hui, que demandent les officiers qui gèrent les secteurs? Ce sont des agents bien formés et bien reposés. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Les agents sont au-delà des 108 heures réglementaires supplémentaires par trimestre. Donc lorsque vous êtes comme ça, pressurisé, que vous n'avez pas la formation qu'il faut pour la gestion des conflits, savoir canaliser les choses, forcément à un moment donné, vous êtes sollicité. Et comme l'a dit dans le reportage, vous avez quand même un nombre de détenus
je dirais qu'ils n'ont pas tout à fait leur place en prison. Donc, lorsque vous avez ça à gérer, que vous êtes tout seul à un moment donné, il n'y a pas de surhomme en prison. Donc, quelquefois, ça peut un petit peu déraper. Et la formation des détenus, on en parlait dans le reportage tout à l'heure, vos confrères de Martinique, de former les détenus pour les occuper, pour Mais c'est une vaste utopie aussi, tout cela. C'est une vaste utopie, parce que pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette politique, il faut les moyens. Et actuellement, seulement au niveau du centre pénitentiaire de Guyane, on n'a même pas de locaux pour mettre en place ces formations ou avoir des concessionnaires qui pourraient employer les détenus. Donc sur les 900 ou les 800 détenus qui sont en prison, eh bien, juste une petite centaine sont susceptibles de suivre des cours ou d'aller sur le secteur du socio-éducatif. La construction annoncée par le président de la République, Saint-Laurent-du-Maroni, une nouvelle prison, dans combien de temps, on ne sait pas encore, mais est-ce que c'est une solution qui va résoudre tous les problèmes? Alors c'est une solution à demi, c'est que si on fait la même politique que pour le centre pénitentiaire de Guyane, c'est un échec annoncé. Donc il faut savoir ce qu'on veut faire d'une prison et ce qu'on veut faire des gens qui sont dedans et ce qu'on projette pour leur réinsertion. Quels sont les moyens qu'on met en place par rapport à cela? Et ce questionnement, on l'a eu la semaine dernière avec donc, le secrétaire national de l'UFAP qui était en Guyane, avec le préfet, qui justement nous a posé la question, ce n'est pas la panacée nouvelle prison, si c'est juste pour la gérer, comme est géré le centre pénitentiaire de Guyane. Qu'est-ce que vous proposez en matière de gestion du coup? Comment la gérer différemment pour faire en sorte que cette prison soit effectivement une solution réelle au problème de la prison de Rémière? Alors, Comment la gérer différemment? Déjà, il faut savoir que la population pénale qui est en Guyane diffère des populations pénales qui sont en Guadeloupe et Martinique. En ce qui nous concerne, nous avons une surpopulation caractérisée par le trafic de drogue, les pouletteux. Au quartier de femmes, par exemple, pour 100 femmes, vous avez 90 femmes qui sont incarcérées pour ces faits. Et sur le quartier hommes, vous en avez presque 300. Donc déjà, il faudrait qu'au niveau de la Guyane, on pense à gérer autrement ces arrestations, ces personnes. Deuxièmement, il est vrai que pour la Guyane, nous avons quand même un vaste territoire. Et à un moment, on avait pensé justement pouvoir lancer une formation plus sur le côté agricole avec le lycée Matiti. Et ça se concrétise ça s'est concrétisé. Il y a juste une petite formation de vivrière à l'arrière du centre pénitentiaire, mais ce n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est vraiment lancé, vraiment structuré. Alors, le transfèrement des détenus issus des pays voisins, est-ce que c'est pour vous une solution, à vos yeux, est-ce que c'est une solution contre la surpopulation carcérale? Eh bien déjà, je vous ai dit, la population carcérale, c'est par rapport aux bouletteux, par rapport au trafic de drogue. Après, je pense que c'est très difficile de pouvoir... Quel pourcentage de détenus en provenance des pays limitrophes avons-nous à Rémière-Montjoly? Alors actuellement, je pense que c'est environ l'homme d'étranger, détenu étranger, avoisiné 60%. Mais il faut savoir aussi que la France est dans son optique de respect des droits de l'homme, ne peut pas envoyer un détenu si dans ce pays-là, l'échelle des peines ou le traitement des détenus n'est pas... est plus grave et plus... Voilà, tout à fait. Voilà. Est-ce que beaucoup de détenus désirent retourner dans leur pays d'origine? Parce que c'est sur la base du volontariat, dans les conventions internationales dans le domaine, sur la base du volontariat, que soit de la part du détenu, que de la part du pays d'origine. Est-ce que beaucoup de détenus souhaitent retourner dans leur pays pour purger leur peine? Nous avons eu des cas de retour, mais c'est sur la Hollande. Mais des demandes pour le Suriname ou ailleurs, ils ne sont pas pléthores. Parce que quand même, comme je vous ai dit, c'est difficile au centre pénitentiaire de Guyane. Mais par contre, ce qu'on peut quand même souligner, c'est le traitement des détenus. Il y a quand même un respect. Et ça, je dirais, c'est la marque de fabrique du centre pénitentiaire, parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà des agressions et des situations conflictuelles, eh bien, les détenus ne se retournent pas si souvent que cela envers les surveillants, comme cela se passe ailleurs. Et ça, c'est la marque de fabrique du centre pénitentiaire, le respect et la dignité de la personne qu'on a en face de nous, malgré les situations difficiles. René Polydor, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Poursuivons ce journal, toujours avec
Restant dans la même veine de la question migratoire qui a été abordée dans le cadre de festival Migre en scène. Comment favoriser le vivre ensemble auprès des élèves? Ceux du lycée professionnel de Balata ont pu aujourd'hui le découvrir en visionnant le film documentaire Rencontre en Guyane. Ce film a été réalisé par Xavier Gaillan. C'est le réalisateur qui a pu aussi discuter avec les élèves à la fin de la projection. Regardez son intervention dans ce reportage de Gaël Wassim. Comprendre son voisin, c'est la réflexion que les élèves de première du lycée de Balata ont eu à se poser ce matin. Au menu, la projection d'un film documentaire d'1h30, leur expliquant la diversité au regard de chaque communauté vivant sur le territoire guyanais. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce film parce que c'est une parole assez libre. En fait, l'idée c'était de faire un film sur le melting pot guyanais vu par les habitants de toutes les origines, mais de laisser une grande liberté de parole. Beaucoup de gens ont dit que le film annonçait les événements, que le climat qui régnait dedans annonçait ce qui est venu ensuite. Voilà. Donc ça permet de prendre du recul et de discuter un peu de tout ce qui se passe, de toutes les pensées qui traversent la société guyanaise. Pour l'équipe pédagogique, le but étant bien sûr de sensibiliser ces élèves et à les amener à une réflexion sociétale de notre département. On a réussi à faire quand même plus d'1 heure de débat, donc c'est quand même intéressant, sachant que ce n'est pas forcément évident pour les jeunes de s'exprimer parce qu'ils ont des craintes, ils ont un vécu et que le film qui pourtant a été fait il y a 10 ans de cela est quand même très 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 prégnant parce que on s'aperçoit déjà qu'à cette époque-là, il y avait le problème récurrent de la violence qui était là et qui interpelle beaucoup notre jeunesse à l'heure actuelle. Donc dans un lycée où la moyenne d'âge est très jeune, c'est clair que ce film-là ne pouvait avoir qu'un impact bénéfique. Ce film, c'est pour moi un moment qui est important pour amener les élèves à une réflexion sur les comportements qu'ils peuvent avoir. Des échanges sur apprendre à accepter l'autre, quelles que soient ses différences, apprendre à vivre ensemble, construire ensemble la Guyane de demain. Pour moi, c'est des temps qui paraissent importants dans le temps scolaire. Parce qu'ils contribueront à apaiser le climat scolaire et de toute façon, du coup, mettre les élèves en situation de réussite scolaire. Après un moment d'échange entre le réalisateur et les élèves, ces derniers repartiront avec un autre regard sur leurs voisins et une autre vision sur la Guyane de demain. Et la phrase du jour ne laissera pas les Guyanais indifférents. C'est celle du ministre de l'économie italien, Carlo Calenda. Une entreprise qui investit dans les télécoms a le devoir de notifier sa prise de contrôle et elle ne l'a pas fait. Ils nous ont traités comme si nous étions la Guyane française. Carlo Calenda a ainsi critiqué le comportement de la société Vivendi qui a racheté Italia Telecom. Voilà une phrase qui n'est pas passée inaperçue chez nous. Les Guyanais apprécieront. Et notre deuxième invité du jour, vient nous parler de santé. Sarah Briolin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Femmes en Devenir et aujourd'hui, vous venez nous parler de drépanocytose parce que demain, vous organisez une conférence à l'Université de Guyane à 9h. Pourquoi avoir organisé une conférence sur ce thème? Pas seulement une conférence, nous avons organisé une semaine d'engagement sur la drépanocytose. Pourquoi? Parce que nous y travaillons depuis l'année 2002, parce que nous voyons qu'il y a un certain nombre de cas chaque année, entre 25 et 30 cas nouveaux en Guyane, des nouveau-nés qui sont atteints de syndrome drépanocytaire majeur, et surtout parce que nous estimons qu'il faudrait qu'au niveau de notre région Guyane, nous puissions arriver à obtenir une coopération régionale, et puis aussi une coopération citoyenne régionale pour avoir des moyens. Et la coopération citoyenne, vous savez, c'est le regard que l'on porte sur l'autre, alors que les personnes qui sont atteintes puissent avoir un regard beaucoup plus bienveillant des gens qui les croisent, et surtout qu'on n'ajoute pas à la souffrance physique une souffrance morale et psychologique.
Alors, selon les dernières études, les derniers chiffres publiés sur cette maladie génétique, elle toucherait presque exclusivement des populations extra-européennes. Le taux de naissance d'origine non européenne en Bretagne, par exemple, est de 9,10% en 2016, l'année dernière. Est-ce que vous avez des chiffres guyanais? Les chiffres, le docteur Ilanga nous les donnera demain au cours de la conférence qui a pour thème la drépanocytose, grande cause régionale de santé. Elle se tient à 9 h à l'université. Mais je vois à travers votre question ce que les jeunes de Kourou, puisque nous avons fait Saint-Laurent, Kourou et maintenant Cayenne, ont posé au professeur Jacques Elion. Ils ont demandé est-ce une maladie de noir? Et le professeur Elion leur a bien expliqué que ça venait du néolithique déjà et qu'on ne pouvait en aucun cas dire que la drépanocytose était une maladie des Noirs. C'est une maladie touchée dans le monde quand même. Bon, bien entendu, dans certains cas, vous avez plus de gens qui sont touchés par une maladie que par une autre, mais enfin, c'est quand même une maladie génétique, la plus répandue quand même, hein, une maladie génétique, et c'est aussi une maladie invalidante, voilà. Et on ne peut pas continuer à laisser ce préjugé s'installer. On entend souvent parler en Guyane de réseau de lutte contre le diabète, de réseau de lutte contre le cancer. À quand un réseau de lutte contre la drépanocytose? Mais madame, ce réseau existe déjà. Je me suis assez battue avec un certain nombre de personnes de la sécurité sociale, avec le soutien du docteur Elges à l'époque et avec d'autres, pour que nous puissions avoir un réseau drépanocytose en Guyane. Ce réseau existe, il est créé depuis l'année 2008. Peut-être faut-il maintenant le relancer. Donc il est en veille pour l'instant. Oui, il est en veille, mais il n'est pas mort, mais il existe. Mais c'est très nécessaire parce que ça permet une coordination dans le travail, surtout dans la prise en charge du patient par les médecins, qu'ils soient des médecins hospitaliers, des médecins de ville, et par tous ceux qui peuvent s'occuper du malade, pour que le malade, on n'ait pas l'impression qu'on le traite par petits bouts. Vous comprenez? Quels sont les stéréotypes qui existent encore aujourd'hui autour de cette maladie? Mais vous savez, on est quand même très loin de ce que nous disaient certaines personnes en 2002, lorsque nous avons commencé à y travailler, parce que nous avons été très choqués d'entendre que c'était peut-être une punition du ciel, que c'était peut-être un sort qui avait été jeté, et on n'osait pas trop en parler librement. Mais aujourd'hui, tout le monde parle librement des maladies. Les gens qui ont subi des viols parlent des viols, les gens qui ont été agressés parlent des agressions. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes osent parler de la drépanocytose. Venez demain à la conférence, vous entendrez des témoignages qui vont vous étonner, surtout quand vous verrez qui font ces témoignages-là. Et je pense qu'il faut que l'on continue à en parler. Parce qu'il faut arrêter de traiter la drépanocytose et les gens qui sont drépanocytaires comme s'ils étaient des paresseux dans leur travail. Ma fille, elle en a beaucoup souffert avant de mourir de la drépanocytose, parce qu'on disait, mais vous êtes toujours absente, vous êtes une feignante, vous êtes une paresseuse. Ce n'est pas vrai. Quand on est absent, c'est qu'on est hospitalisé. Rappelez-moi, nous, un peu les symptômes de cette maladie, comment ça s'exprime? Eh bien, d'après ce que nous a dit hier le professeur Marianne de Montalembert dans son intervention à Saint-Laurent-du-Maroni, Marianne de Montalembert, c'est quand même une personnalité à l'hôpital Necker. Et le professeur Jacques Elion, c'est quand même un chercheur de l'INSERM, ils sont tous les deux ici, venus à Notre-Dame. Mais la drépanocytose, elle se manifeste par de l'anémie, elle se manifeste par une grande fatigue, elle se manifeste surtout par la douleur. Et la drépanocytose, c'est la maladie de la douleur. Demain, 9 h, rendez-vous à l'Université de Guyane. Donc, la drépanocytose, cause régionale. Cause régionale de santé. Et je voudrais dire aussi qu'il ne faut pas oublier le dîner. Ce n'est pas un dîner de gala, ce n'est pas une soirée festive. C'est un dîner caritatif pour la drépanocytose et ça va nous donner les moyens de pouvoir travailler un petit peu plus. C'est demain soir au Royal Amazonia. Tandis que la conférence, elle se tient à l'université, comme vous l'avez dit vous-même. Enfin, moi, je voudrais dire un mot de conclusion, si vous voulez. Bien sûr, allez-y. On a beaucoup parlé de la drépanocytose comme étant mortelle, etc. C'est vrai, on en meurt. Ma filleule, elle en est morte à 42 ans. On en meurt. Mais je crois qu'à partir de notre semaine d'engagement, il faudra que la drépanocytose se pose plus dans une perspective de vie que dans une perspective de mort. C'est une perspective de vie parce qu'on peut vivre longtemps, 60 ans aujourd'hui pour les adultes, et 98% des enfants atteignent l'âge de 18 ans. C'est extraordinaire. Il faut encore faire mieux. Merci beaucoup, Sarah Briolin, d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie. Poursuivons ce journal avec le 10e Salon du Livre qui se tient en ce moment même et a commencé aujourd'hui aux Zéphyrs de Cayenne jusqu'au 25 novembre. Donc cette année, cette édition a notamment été consacrée aux auteurs qui se sont intéressés à l'univers musical ainsi qu'une dimension internationale pour ce salon avec la Colombie à l'honneur durant les conférences. Comment le livre en ce moment parvient-il à garder ses lettres de noblesse malgré ce monde qui se numérise, qui est de plus en plus numérique? Regardez ce reportage de Jonathan Lariot. Parmi les stands du Salon du Livre, celui de Guy à Lire accueille Jean-François Tiffiou. Cet écrivain s'est lancé dans l'écriture de l'histoire d'une femme rejetée par l'État français vers le bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Une histoire pleine d'émotions, d'autant plus que pour François Tiffiou, le personnage principal est son arrière-grand-mère. Je suis tombé par hasard sur un document qui était un acte de mariage où Marie-Corentine Carillou, donc l'héroïne de mon roman, autorisait son fils, c'est-à-dire mon arrière-grand-père, à se marier. Sauf que sa profession était blanchisseuse et qu'elle vivait à Saint-Laurent-du-Maroni. Pour une Bretonne, c'était un petit peu particulier. J'avais jamais entendu parler de cela et je ne savais absolument pas que quelqu'un de ma famille avait fini ses jours en tant que femme reléguée dans les bagnes de Guyane. Donc ça a été vraiment pour moi une découverte. Et à partir de là, j'ai remonté le fil. J'ai essayé de retrouver tous les documents officiels me permettant de valider cette histoire. Ça m'a pris 2 ans et demi. Et le résultat, c'est ce roman de Quimper à Cayenne, Le singulier destin d'une Bretonne. Pour un premier jour, la 10e édition du Salon du Livre n'attire pas les foules. Dans une société où la technologie prend le pas sur le livre papier, l'événement se pose comme irréductible et résistant encore et toujours à l'envahisseur technologique. Vous me parlez du livre en tant qu'outil. Alors l'outil est multiple aujourd'hui. L'outil peut être informatisé, numérique, numérisé. L'outil peut être aussi traditionnel comme nous le connaissons. Nous connaissons le livre sous forme papier. Je pense que cette forme ne disparaîtra pas. Tout ce qu'il nous faut savoir, c'est que nous pouvons nous adapter à de nouvelles formes de lecture. Ça, c'est possible. Nous sommes là, nous, en tant qu'intervenants, pour multiplier justement les accès à la lecture. Donc l'outil informatique, l'outil numérisé ne nous gêne pas, au contraire, il nous aide à accomplir notre mission, c'est-à-dire faire découvrir le livre au plus grand nombre. Le salon ouvre ses portes pour 4 jours. Plusieurs rencontres, dédicaces et conférences font partie du programme, sans oublier la possibilité de découvrir sur place le livre dans tous ses états. Voilà, nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Je vous en rappelle les principaux titres. Au cinéma de l'Eldorado ce matin, le film d'animation brésilien de Balata, le documentaire Rencontre en Guyane a été projeté aux élèves en présence du réalisateur Xavier Gaillane. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur la TV Guyane.